simplement, il n'y a pas de spécialiste. Peut-être que ce n'est pas valable pour Saint-Louis, mais c'est valable pour d'autres régions. Nous pensons que c'est là un problème extrêmement grave. Prenez le cas de la décision Sésame. Le président de la République avait décidé que tous ceux qui seraient âgés de plus de 60 ans auraient des soins de santé gratuits au niveau des hôpitaux. Moi, j'ai applaudi. Quand j'ai appris cette mesure, j'ai dit, ah, vraiment, ça c'est extraordinaire. J'ai été déçu. Pourquoi? Parce que le système a fonctionné quelques mois. Les hôpitaux n'ont pas eu les ressources nécessaires pour prendre en charge les personnes âgées et cela a foiré. Nous disons que c'est une bonne mesure et si nous sommes élus, nous allons la rendre effective. Mais nous allons plus loin. Nous proposons un système de santé universelle qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir accès aux soins de santé primaire de façon gratuite et vraiment de façon gratuite et non de façon théorique. Voilà en quelques mots une réponse, mais vous êtes encore mieux placé que moi pour vérifier la pertinence de mes réponses. Merci, professeur Lamine Gueye. Il nous reste 30 petites minutes. Vous savez qu'on va recevoir d'autres candidats. Vous aurez l'occasion de revenir pour aussi poser des questions sur d'autres questions, je sais, qui vous préoccupent. Avec votre permission, bien sûr, on va appeler l'autre panéliste, Abdou Sen. Monsieur Kane, oui. Est-ce que je peux vous interpeller? Bien sûr. J'ai peur que mes réponses longues privent le professeur de sa dernière question. Alors, je vous prie de lui donner l'occasion de poser sa dernière question et je répondrai en 30 secondes. J'espère que ce n'est pas une promesse électorale. Bon, je vais être extrêmement bref alors. Vous souhaitez réconcilier la médecine moderne et la médecine traditionnelle. C'est une très belle formule et l'initiative est très louable. Mais concrètement, comment vous allez vous y prendre pour réconcilier ces deux médecines en évitant les dérives que l'on connaît quand on essaie de les rapprocher? Merci beaucoup. Il y a eu un premier rapprochement qui a été fait depuis le temps colonial à l'hôpital de femmes aux officiers, puisque en ce qui concerne le traitement des malades mentaux, on a tout le temps associé médecine moderne et médecine traditionnelle. Mais on va aller au-delà. Il y a plusieurs pays, dont le Mali et d'autres pays, où les tradipraticiens, comme on les appelle, sont convenablement encadrés, organisés, et il y a un ensemble de critères qu'il faut remplir pour faire partie de cette liste des tradipraticiens. Au Sénégal, il n'y en a pas. Si aujourd'hui, moi, je m'installe dans la rue et je dis médecin Aoussa capable de donner la puissance, etc., les gens vont venir. Et il y a comme ça des gens qui meurent parce que tout simplement l'État a démissionné de ses responsabilités. Je crois qu'il est possible, sur la base de critères bien précis, de regrouper les tradipraticiens, mais de les sélectionner sur des bases objectives. Ensuite, il y a bien parfois, notamment par exemple en dermatologie, vous avez des malades qui vont voir des médecins qui ont des difficultés parce que simplement la dermatologie est ainsi faite. Finalement, on n'y arrive pas et si ces gens sont bien réseautés, on leur dit « Ah, attention, quelqu'un avait ça, il est allé à Kermassar, etc. » Il va là-bas, on lui donne une potion et curieusement, il guérit. Je pense qu'il est essentiel, attention aux marchands d'illusions. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut rationaliser les tradipraticiens, il faut leur donner droit de citer en les contrôlant et de cette façon-là, le rapprochement
va de soi parce qu'un médecin traditionnel qui n'est pas compétent pourra dire à quelqu'un d'autre d'aller voir un médecin officiel et inversement. Voilà très brièvement, 30 secondes, c'est bon? Les 30 secondes sont bien épuisées. Merci, professeur Lamine Gueye. Abdou Sène peut prendre le relais. Je vais présenter très rapidement professeur Alioune Sall, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques, chef du département de droit public et de sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avocat. Il est auteur d'ouvrages relatifs à l'intégration africaine et de contributions sur les questions constitutionnelles. Alioune Sall, vous avez la parole pour interroger M. Fall sur le thème affaires étrangères et intégration. Merci, monsieur le modérateur. Et bonjour, monsieur Fall. Je suis donc censé vous interroger sur les questions de politique étrangère et je voudrais très rapidement commencer par la première. Vous avez évoqué la place de l'Afrique dans le concert international. Et pour cela, vous avez été amené à aborder la question de la réforme du Conseil de sécurité et de l'éventuelle place que l'Afrique y trouverait. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, que vous nous précisiez votre proposition. Des réformes du Conseil de sécurité, il y en a au moins 5 de versions. Je voudrais donc que vous précisiez votre position. Quels seraient les pouvoirs de l'Afrique au sein de ce Conseil renouvelé, sachant premièrement qu'il y a la contrainte politique de rendre collective cette proposition. Il faudrait sans doute que d'autres États aussi l'endossent pour qu'elle ait quelques chances de succès. Et puis par ailleurs la contrainte plus juridique, sur laquelle je ne m'étendrai pas avec vous bien entendu, qui est la possibilité de rallier au moins les 2/3 de l'Assemblée générale des Nations unies. La charte a été révisée que 3 fois depuis 1945, mais jamais sur des questions politiques d'une telle sensibilité. Voilà la question. Merci beaucoup, chers collègues. La question est plus que pertinente. Elle comporte 2 volets, politique et juridique. Le volet politique d'abord, parce que les Nations unies sont une organisation de caractère politique. Depuis les années 60, la question se pose parce que le Conseil constitutionnel le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, dont 5 membres permanents, et cette composition a été faite en 1945, quand nous étions tous des colonies. La question qui se pose est donc de savoir comment prendre en considération le vent de décolonisation qui a permis de multiplier par 3 pratiquement le nombre de pays membres des Nations Unies, si on y ajoute l'éclatement du bloc soviétique. Et de ce point de vue, il faut un accord. Alors cet accord est rendu difficile par 3 facteurs en particulier. Le premier, c'est que l'Afrique exige d'avoir 2 sièges au moins au Conseil de sécurité. De temps en temps, on parle d'un siège. De temps en temps, on dit 2 sièges de membres permanents ou un siège de membres permanents avec droit de veto. Premier facteur. Le deuxième facteur, il y a des pays qui n'étaient pas des grandes puissances en 1945 qui le sont devenus et qui disent si on réforme le Conseil de sécurité, il faut absolument que nous y soyons comme membres permanents. C'est le Japon, c'est l'Allemagne, c'est d'autres pays. C'est le cas du Brésil, c'est le cas de l'Inde, etc. Il faudra donc trouver le moyen de concilier toutes ces demandes. Et le troisième facteur, c'est que ceux qui sont au Conseil de sécurité et qui ont un droit de veto, qui sont membres permanents avec droit de veto, veulent garder leurs privilèges et s'opposent à tout élargissement. Voilà la quadrature du cercle. Et je pense que si jusqu'à présent les négociations ont échoué, c'est parce qu'il est difficile de trouver une réponse à l'ensemble de ces paramètres. Ce que je considère, c'est que l'Afrique ne doit pas être la victime de marchandages internationaux. C'est le seul continent à ne pas avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Il s'agit de rectifier cette injustice. Et on ne doit pas lier
cette rectification de l'injustice à l'élargissement à d'autres pays, d'autres continents. Voilà sur le plan politique. Sur le plan juridique, eh bien, je crois que c'est les pénalistes qui disent le pénal tient le civil en état. Eh bien, ici, c'est le politique qui tient le juridique en état. En ce sens que, sans accord politique accepté par consensus, il ne sera pas possible d'avoir un vote à la majorité requise au niveau du Conseil de sécurité et au niveau de l'Assemblée générale. Donc, c'est un peu un travail de Sisyphe qui réapparaît de temps en temps et on tourne en rond. Pour tout vous confesser, j'ai été sous-secrétaire général aux Nations Unies en charge des questions politiques africaines et du Conseil de sécurité. J'ai souvent assisté aux réunions du Conseil de sécurité à ce titre et je puis vous dire que c'est un problème extrêmement complexe, mais le Sénégal doit donner également son opinion sur cette question et se battre en conséquence. C'est ce que j'envisage de faire avec peut-être l'avantage de l'expertise. Merci. Il reste 20 minutes à vos deux collègues ainsi qu'à l'étudiant. Vous tenez à poser une dernière question. Je vais m'efforcer à une dernière alors. Bon, il faut que j'en sacrifie une. Bien, la deuxième question porte sur les questions d'intégration dans l'espace sous-régional. Je voudrais savoir si vous seriez prêt, une fois que vous êtes élu, à aborder la question quelque peu taboue de la prolifération des organisations dans notre espace sous-régional. Il y a au moins 2 organisations qui prétendent pouvoir réaliser une intégration économique dans notre sous-région. Il y a récemment une organisation qui dormait un peu mais qui a été réveillée, le Conseil de l'Entente, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle par rapport à la problématique que je soulève. Et donc je voudrais savoir si vous seriez prêt à aborder enfin cette question taboue et pour aller droit au but, qui de la CEDEAO ou de l'UMOA devrait piloter ce projet d'intégration. Ou alors, possibilité également, si au fond vous ne trouvez pas à redire à la situation actuelle. Je suis tout à fait de votre avis qu'il y a une prolifération. Celui à qui vous parlez a organisé en 1978 le colloque international sur l'intégration en Afrique de l'Ouest et c'était précisément la problématique à ce moment-là entre ces différentes organisations internationales et au jour d'aujourd'hui ça n'a pas bougé. Ce que j'envisage de faire, c'est de véritablement pousser aux efforts qui ont été entrepris mais qui ont été ensuite relâchés pour faire de la CEDEAO l'organisation mère de l'Afrique de l'Ouest. En quoi faisant? D'abord, ce qui fait la force de l'UMOA, c'est d'avoir des politiques économiques convergentes, des politiques monétaires convergentes. Au niveau de la CEDEAO, vous avez au moins 4 monnaies. Vous avez le Naira, vous avez le Cedi, vous avez peut-être le Kobo et vous avez le franc CFA. Il faudra donc que l'on fasse un effort pour rapprocher les politiques économiques des pays de façon à avoir des convergences. Une fois qu'on a ces convergences, il était prévu à ce moment-là que la CEDEAO englobe l'UMOA pour être la seule organisation. Mais comme vous le savez, c'est plus vite dit que vite fait. Deuxièmement, ce que nous envisageons de faire, c'est de mettre l'accent sur l'intégration. La CEDEAO était très bien partie comme organisation d'intégration économique. À la suite des crises au Libéria et en Sierra Leone, la CEDEAO s'est engagée dans des opérations de maintien de la paix de caractère politique et cela l'a détourné, pour ainsi dire, de ses objectifs d'intégration économique. C'était une bonne chose, mais je pense que nous avons perdu au moins 10 ans et ce que j'envisage de faire, c'est avec les autres, parce qu'en diplomatie, il faut faire avec les autres, c'est de proposer la reprise de ce processus d'intégration économique au niveau de la CEDEAO. Vous remarquerez que l'Afrique de l'Est a une organisation, l'Afrique australe a la SADC, et nous sommes la seule région
l'Afrique du Nord a une union